Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans le podcast La Sueur. Bonjour Big Rusty. Salut Guillaume, salut tout le monde. Aujourd'hui, podcast exceptionnel à plus d'un titre, déjà parce que ce sont notre traditionnelle cérémonie des trophées de fin d'année, mais surtout parce que vous voyez, il y a un invité un peu spécial, puisque oui, on va en parler. Ce qu'on a teasé depuis quelques mois avec Tsume, ça y est enfin là, et vous allez pouvoir en gagner un, donc ne vous inquiétez pas, tout va bien se passer, mais avant toute chose, on tenait aussi à vous remercier pour les 100 000 abonnés. Nous avons franchi cette étape cette année avec brio, et ça, incroyable. C'est grâce à vous, on a reçu le trophée YouTube, donc vraiment merci beaucoup, parce qu'on vous le dit à chaque fois, sans vous, on n'en serait pas là du tout, donc voilà, ça c'est grâce à vous, et cette semaine, il y a la Halas Week sur tous nos réseaux sociaux, donc on fait des concours quasiment un par jour, donc on peut remercier d'ailleurs nos partenaires pour ça, et puis aussi nos savons, enfin, etc. Il y a pas mal de choses à gagner, bien, venons-en faire. Là, on a récompensé les combattants français, les combattants internationaux. Chaque lauréat va recevoir cette édition ultra collector faite par Tsume, puisque tout simplement, ça a été fait exprès pour l'occasion. C'est complètement fou en vrai. C'est-à-dire que ce trophée-là, donc, a été créé spécialement pour ça et n'existe nulle part ailleurs et n'existera nulle part ailleurs autre que pour les awards de La Sueur. C'est complètement unique, quoi. C'est complètement dingue, et donc là il y a le tout premier exemplaire tout simplement, donc qui a été distribué par Tsume expressément aujourd'hui pour l'un des lauréats. Vous allez le savoir au cours du podcast. Soit. On commence par la France ou par l'international ? On commence par la France. On commence par la France. Bien, on va commencer par le coach de l'année. Bon. C'est peut-être le plus compliqué. Ouais, non, bon, je pense que là, franchement, vraiment honnêtement, je sais pas comment est-ce qu'on pourrait voir autre part que Fernand Lopez. C'est-à-dire que, bon, bien sûr, on le connaît bien et on l'apprécie énormément parce qu'on le côtoie beaucoup, pour nos documentaires, pour tout ce qu'on fait avec lui. Mais objectivement et au-delà de ça, je pense que personne ne pourra contredire le fait que Fernand Lopez est le coach français de l'année. Et puis l'un des nommés aussi, mais vous allez le voir après, pour le titre de coach international tout simplement. Parce qu'il y a la ceinture UFC, Nassourdine Imavov qui fait son entrée dans le top 15 mondial, et puis énormément d'autres athlètes qui ont fait de grosses performances à l'international. Mention spéciale quand même aussi à Aldric Cassata avec tout le travail qu'il a fait avec Manon, mais également avec Mehdi Dakaev qui s'entraîne auprès de lui et qui est champion de l'Eagles FC quand même. Ouais, absolument. Mais ouais. Donc c'était clairement les deux qui ont écrasé un peu la concurrence cette année. Ouais. Je pense qu'on peut le dire sans trop créer de remous. Voilà. On avance désormais, Rust, avec la révélation de l'année. Enfin, révélation de l'année, en tout cas celui qui a explosé au plus haut niveau. Et encore une fois, en fait, le fait que tu précises au plus haut niveau, je pense que ça, il y a le nombre de personnes se restreint à 1, c'est Nassourdine Imavov. Voilà, c'est ça. Parce que son parcours UFC, alors il a eu son premier combat qu'il a gagné qui était déjà intéressant, et après il a eu cette défaite, mais de laquelle il a beaucoup appris contre Phil Hawes, et depuis, franchement, ces deux combats, donc contre Jan Heinisch et contre Edmen Shabazian, qui étaient tous les deux membres du top 15. Tous les deux mieux classés que lui, et bien mieux classés. Et contre les deux, il a fait des démonstrations de force, mais impressionnantes. Donc, pareil, à part Cyril Gane, qui donc va combattre pour la ceinture, qui d'autre fait des performances aussi impressionnantes à ce niveau-là? Bon, encore une fois, je pense qu'il n'y a pas vraiment de match sur la révélation de l'année en la personne de Nassourdine de Sniper. Il y avait aussi d'autres nommés, dont Abduragimov, mine de rien. Absolument. En fait, c'est pareil. Abduragimov, donc qui a fait son dernier combat à Arès et qui l'a gagné, il a été champion du Brave également. Et ça fait partie de ces combattants qui, depuis longtemps déjà, sont clairement dans les radars de l'audience française, parce que c'est quelqu'un qui a un charisme de ouf. Il est trop cool, il est trop marrant. Et en plus de ça, c'est visiblement un très, 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 très gros talent
en MMA en général, mais au sol particulièrement, où c'est là qu'il fait une différence incroyable. Je crois qu'il a eu sa ceinture noire en 4 ans, un truc comme ça, dès l'arrivée à Nantes, enfin vraiment un truc de fou. Et là, on sait que Ares est une plateforme et qu'il y a en gros des connivences avec l'UFC. Donc il y a des chances que d'ici les prochains combats, s'il les gagne, il aille aussi à l'UFC. Et comme c'est avec la manière généralement qu'il gagne aussi, difficile de ne pas le nommer dans les prospects ou révélations de l'année. Il y avait également Jati Melan qui a remporté la ceinture, mine de un cocorico, du Cage Warriors. Ouais. C'est un exploit en soi, mais c'est vrai qu'à la différence des autres combattants nommés, il n'y a eu qu'un seul combat pour lui en 2021. Un combat, mais quel combat? Parce que c'est une des plus prestigieuses ceintures d'Europe, tout simplement. Donc voilà, immense bravo à lui qui avait fait son dernier combat avant, c'était il y a 2 ans, c'était à Ares numéro 1. Et encore une fois, on le disait à propos d'Ares, le fait que c'est un petit peu une antichambre de l'UFC, c'est le cas aussi pour le Cage Warriors, et c'est pour ça qu'on ne pouvait pas ne pas citer Jati Melan, parce qu'effectivement, quand tu es champion du Cage Warriors, déjà, premièrement, l'UFC t'a à l'œil très très sérieusement, et en plus de ça, c'est donc révélateur d'un très très gros niveau, et donc de très très belles promesses pour la suite, parce qu'il est encore très jeune aussi, quoi. Et révélation parce qu'à notre sens, c'est vrai que ce soit Jati ou Abdul, ils sont certes connus, on va dire, du circuit des aficionados, ou même plus MMA, mais c'est vrai que du grand public, pour l'instant, en tout cas on pense, ils ne le sont pas. Donc voilà, c'est pour ça qu'ils étaient également nommés. On avance avec la combattante de l'année. Là aussi, je pense qu'il n'y a pas trop de surprises, Rust. Non, je pense que là, il y a 0 match. Manon Fiorot, all the way. All the way, 3 combats, 3 victoires pour elle en 2021. 2 finishes, une décision, mais dominée de la tête et des épaules. Et là maintenant, honnêtement... dominé, et en plus avec Covid. Oui, c'est-à-dire que... Exact, oui. Elle a gagné ce combat et elle l'a arraché avec le cœur. Et encore, elle s'est même pas fait peur. Elle a complètement dominé son adversaire. Et tout ça en étant très, très, très physiquement diminué. Entamé. Ouais. Donc voilà, bravo Manon Fiorot qui fait elle aussi son entrée dans le top 15 de la catégorie flyweight. Maintenant la question c'est tout simplement, va-t-elle être taille championne pour affronter Valentina Shevchenko? Ce qui est énorme, rendez-vous compte en France de ce qui est en train de se passer là. C'est complètement fou. Ça accélère énormément. Prochain combat pour elle face à Jessica Eye qui a eu son title shot il y a 2 ans je crois maintenant, quelque chose comme ça. Enfin c'était pris un chaos de l'espace face à Valentina Shevchenko qui avait fait que des middle jusqu'au head kick et létal tout simplement. Donc voilà, donc pour Manon Fiorot ça avance très très sérieusement. Et combattant de l'année, là aussi français en tout cas, il n'y avait pas vraiment de suspense. C'est d'ailleurs le premier trophée, il est pour Cyril, donc très bientôt il pourra l'avoir. Les autres devront attendre un tout petit peu plus parce que pour vous dire, on a un petit peu rushé Tsume pour que ce soit prêt pour notre petite cérémonie là au studio, et les autres sont toujours en cours de fabrication. Donc voilà, mais ils seront directement envoyés à tous les lauréats, qu'ils ne s'inquiètent pas. Donc voilà, pour Cyril, oui, bon bah... Ouais, j'ai envie de dire, quand t'es champion UFC, voilà quoi. Ouais, champion UFC et puis surtout... Intérimaire, bien sûr. Intérimaire, exactement, surtout une grosse activité, parce que cette année, Cyril, c'est 3 combats, mine de rien. 3 combats qui sont quand même face à Jairzinho Rozenstruik qui était numéro 3 puis numéro 4 dans les 2 semaines qui ont suivi le combat, donc top 4 mondial. Ensuite Alexander Volkov qui était je crois 6e ou 7e de la catégorie, puis face à Derek Lewis qui était classé, j'ai peur de dire des bêtises, numéro 2 pardon. Numéro 1 c'était Stipe Miocic. Ouais. Donc voilà, il a quasiment nettoyé la catégorie, enfin il a pas pu affronter tout le monde, je pense notamment à Curtis Blades. Mais sinon, il a affronté la plupart des combattants, et Stipe Miocic bien évidemment, mais les mieux classés, ça ne pouvait être que lui, et puis surtout il y a une grosse activité. On peut aussi mentionner, bien évidemment, quelques crans en dessous de Cyril, parce que clairement, ce qu'a fait Cyril, il y a même, vous regardez même tous les classements internationaux, il est même nommé comme dans le top 3, dans le top 3 des combattants de l'année tout court, ouais. Que ce soit France ou extérieur tout simplement. Ouais. Il y a aussi mine de rien Saladin Parnasse qui a récupéré sa ceinture du KSW. Il y a eu 2 combats aussi pour lui cette année, donc une année parfaite. Il reprend sa marche en avant. Et puis après c'est vrai que à mon sens, on peut aussi parler de Nassourdine Imavov, mais on l'a déjà mis dans l'autre catégorie. Mais c'est vrai que pour lui, 2 top 20 cette année, c'est pas mal. C'est pas top mal. 15 non, je voulais dire 2 top 20. Il a battu 2 top 20. Oui. 2 top 20 en 2021, ce qui est quand même pas mal. Et désormais, effectivement, top 15 reste. Voilà. Pour moi, clairement, c'est le gros trio qui se détache du lot. Oui, absolument. Je pense que pareil, là, c'est difficilement contrable.
Voilà, simplement. on a pris des pincettes pour les Français. Maintenant, on va se lâcher, on va passer aux trophées mondiaux. Donc, on va commencer, bien évidemment, avec la révélation, là aussi, de l'année. Pour les espoirs, cette année, en fait, on va dire déjà, on va traiter le sujet espoir avec Polydomso, qui est en train de tout réviser, ne vous inquiétez pas. Absolument. Et qui n'a pas pu être avec nous, malheureusement aujourd'hui, mais qui sera là, ne vous inquiétez pas, pour les podcasts de les prospects à attendre en 2022 et les combats qu'on attend en 2022. Et on sait qu'il va regarder, on espère bien qu'il sera plus présent en 2022 aussi. Ah bah là, il y a intérêt, bordel. Voilà. Alors, donc, espoir, révélation de l'année. En fait, on s'est plutôt dit qu'on allait récompenser une révélation cette année, parce que c'est vrai que les espoirs, on n'a pas eu, comme lors des années précédentes, de nos éditions précédentes, un Khamzat Chimaev qui a vraiment tout écrasé, ou un Ankalaev où on s'est dit attention, là il y a un mec qui a une très très grosse activité, et surtout qui est passé, si vous voulez, de inconnu du grand public, enfin, en tout cas, le gars qui arrive à l'UFC et qui directement, on est en train de se dire, oula, il se passe quelque chose. Donc là, on était plutôt dans la révélation. Et la révélation, bah, pour nous, c'est clair, c'est... je suis en train de chercher, ouais. Pour nous, la révélation, c'est AJ McKay. Qui ça AJ McKay. Oh, wow. Parce que Bellator, donc, on n'est plus à l'UFC. Oh, mais non, vous regardez autre chose que le Bellator chez la sueur que l'UFC chez la sueur. Ça n'a pas marché. Ben oui, bah, bien sûr. Ben, c'est juste que, bon, bah voilà, à part de faire du mauvais esprit, c'est évident que tout se passe à l'UFC. Mais évidemment, avant d'arriver à l'UFC, il y a une vie, et notamment dans la deuxième plus grosse organisation du monde, et le Bellator. Et c'est là qu'a brillé. En fait, il brille depuis tous ses combats, puisqu'il a fait tous ses combats au Bellator, AJ McKay, tous sans exception. Enfin, je crois, oui, c'est ça, si je me souviens bien. Donc, que des victoires. Et là, sa dernière en date, c'était une victoire étincelante, éclatante, mais magnifique, chatoyante, contre Patricio Freire, qui était lui-même le GOAT du Bellator. Et qui était notre combattant de l'année dernière au Bellator. Absolument. Et voilà, juste une prestation magistrale du très jeune AJ McKay, qui est depuis très très jeune, il est déjà sous les radars. Les combattants savent. Rampage Jackson, par exemple, qu'il côtoyait beaucoup, genre depuis qu'il est enfant, disait là il va se passer quelque chose avec ce gamin. Eh ben, force est de constater que c'est vrai, puisque avec une prestation comme quelqu'un contre quelqu'un comme Patricio Freire, c'est vraiment, ça veut dire quelque chose. C'est peut-être un des meilleurs combattants qu'il y a toujours en dehors de l'UFC, Patricio Freire. Oui, Patricio, et le fait de le battre, et de le battre avec cette manière et cette facilité, et en plus avec ce finish aussi spectaculaire, AJ McKay, il y a vraiment quelque chose qui fleure spécial, quoi. Alright. Avançons désormais. En tout cas, oui, et ce qu'il convient de dire aussi pour AJ McKay, c'est qu'on avait énormément de doutes pour lui avant le début du tournoi, parce qu'on se disait, c'est peut-être ce qui se passe à chaque fois avec le Bellator, ils ont quelqu'un de connu, ils vont le milquer jusqu'à la moelle, et ensuite, quand va venir les vraies échéances, MVP, ça va être un petit peu trop tard. Et clairement, lors du tournoi, il a impressionné tout le monde, parce qu'à chaque fois, il affrontait des vrais gros noms. J'ai plus souvenir exactement de qui il a affronté, mais je sais qu'à chaque fois on était en train de se dire waouh, ça devient chaud. Ouais. Et il a passé toutes ces étapes avec brio, donc franchement impressionnant. Deon Caldwell, je crois qu'il l'a affronté. Alors je crois Caldwell, j'ai Archuleta en tête, mais ouais, ah là. En tout cas, à chaque fois c'était de très grands noms de cette catégorie. Rust va faire les recherches. On va désormais avancer, Rust, avec le chaos de l'année, où là il y a pas mal, mine de rien, de noms possibles. Ça crée beaucoup de lauréats. Alors, et donc AJ McKay, c'était donc, il a fini par Patricio, bien joué, Patricio Pitbull pour finir, Darion Caldwell qui l'a fini également avec une soumission, et Derek Campos, oui, c'est ça, par soumission aussi. Ouais. De toute façon, c'est bien simple, voilà, 18 combats, 18 victoires et 7 et 6, 13 finitions. C'est complètement fou, et 100% de ses combats au Bellator. Enfin, c'est impressionnant, AJ McKay. Bravo à lui. Alors, KO de l'année, Rust. Qui va repartir avec le trophée? On peut citer d'abord effectivement les mentions honorables pour le KO de l'année. Oui, où ça a été correct. Hein. Ouais, ça a été où ça a été impressionnant, c'est juste qu'il y en a un qui a été tellement plus impressionnant que tout le reste. Mais voilà, pour le KO de l'année, moi je suis amoureux de Jiří Procházka, de son style, de sa manière d'être, de son personnage, je le surkiffe. Et le KO qu'il a mis à Dominique Reyes, c'est juste après un combat dont on reparlera peut-être un peu plus tard, mais peut-être. C'est un film. Ce mec-là est un film sur pattes, et ce KO en coup de coude retourné contre un gars qui venait de faire 2 combats pour le titre d'affilée, juste monstrueux. Donc il y avait ce KO-là,
Il y avait aussi, alors, je sais pas si t'es ok, et moi j'avais le KO de Namajunas contre Je Zhang. ne suis pas ok. You're not ok? Non, si, ce KO-là est fou. Complètement fou. Surtout qu'il a été suivi par un autre KO juste après. Oui, le KO, donc, qui sera le KO de l'année oui. 2021. Il y avait aussi quand même Frankie Edgar contre Cory Sandhagen. Ouais. Voilà, le genou magnifique, qui est d'ailleurs le KO de l'année pour Fernand Lopez. Mais pour nous, celui que nous avons retenu, alors oui, c'était surtout, on va dire, en termes d'enjeu, en termes d'attente, parce que c'était le premier événement UFC avec le retour du public. C'était une revanche qui avait tout pété en termes de pay-per-view. Et surtout, on se disait, si ça se termine par KO, ce sera plutôt Jorge Masvidal. Mais finalement, c'est Jorge Masvidal qui s'est fait finir par Kamaru Usman, par un KO qui a fait le tour de la planète. Et quand on l'a regardé, on était choqués, tout simplement. Enfin, on va dire, pour ce KO-là, pour justifier un petit peu à la différence des autres, c'est vrai qu'il y a le côté aussi émotion qui a joué énormément. Parce que si vous avez eu la chance de vivre cet événement-là en direct, c'était inattendu. Mais vraiment, enfin... C'était ce genre de moment où tu sais, humainement, physiquement, tu peux pas avoir une autre réaction que genre les yeux écarquillés. Il y en a qui crient, il y en a qui crient pas, mais en tout cas, t'es paralysé. Juste, un truc tellement inattendu et spectaculaire, et effectivement, comme tu l'as dit, dans un combat à énorme enjeu. Il y avait vraiment tout ce qu'il fallait effectivement pour que ce soit le KO de l'année. C'est parce que Cory Sandhagen versus Edgar, il est incroyable, mais juste magique. Mais c'est vrai que ça n'est pas pour un titre, et forcément ça joue aussi parce que sinon il y en aurait plein des KO incroyables, des KO qu'on n'a jamais vus cette année, comme on n'en a jamais vu, mais celui-là, tous les éléments sont rassemblés, quoi. Il est historique, mais historique. Et Masvidal, c'est anecdotique, mais c'est une anecdote quand même intéressante qui effectivement d'une année sur l'autre passe de KO de l'année à avoir été mis KO de l'année, quoi. Complètement dingue pour Masvidal, oui, qui avait évidemment le KO de l'année contre Ben Askren en 2019, 5 secondes, tout simplement. Pour finir là-dessus d'ailleurs, ce qui est aussi important, c'est de dire l'après-KO. Kamaru Usman contre Masvidal, il bénéficie aussi de photos absolument magnifiques que n'a pas eu Frankie Edgar ou même Jiri Prochazka. On n'a pas l'image du KO avec le coude qui touche pile ce moment-là. Alors que pour Kamaru Usman, clairement, il y a peut-être 10 photos magnifiques du moment du KO. C'est vrai, et c'est con, mais ça joue aussi quand ça rentre dans l'histoire, en fait. Parce que on en parlait il n'y a pas longtemps, mais le KO de Robert Whittaker contre Adesanya, c'est, comme tu dis, en fait, c'est l'image parfaite, et c'est ce qui fait aussi que ça rentre dans l'histoire. C'est con, mais la mémorabilia, c'est aussi ce qui fait que quelque chose devient mythique. On pense à... je sais pas, tu sais, l'image de Tyson qui est comme ça, qui est au-dessus de, je ne sais plus quel est le combattant, mais une image qui a fait le tour du monde. Mohamed Ali aussi, certaines images particulières. Voilà, il y a des images comme celle-là. Bon, je mets pas ça au même niveau non plus, tu vois, mais ça participe aussi, et voilà, quoi, on y est dans l'histoire avec ça. On y est. Rust, on avance avec la soumission de l'année. Là, il y a eu pas mal de moments, oui. Alors que l'année dernière, c'est vrai on s'est très vite resserré sur la victoire de Khabib sur Justin Gaethje. Là, on a eu pas mal qui ont marqué leur temps. En tout cas, l'année 2021. Ouais, il y en a pas mal. Il y a déjà, effectivement, pour celles qui ont eu le plus grand retentissement médiatique, donc forcément à l'UFC pour des titres, il y en a eu deux, bien sûr, Oliveira contre Poirier, donc, qui a eu lieu il y a quelques semaines, et qui était juste... après un combat incroyable, mais quelle démonstration de cœur et de puissance, vraiment pas de puissance, mais tu vois, de volonté et de technique de la part d'Oliveira, et contre quelqu'un du calibre de Dustin Poirier. Et surtout, vous pouvez voir aussi l'exécution de cette soumission. On a peut-être fait une analyse dessus. Franchement, c'est magnifique. À la différence des autres, ou peut-être, c'est vrai qu'il n'y a pas, à mon sens en tout cas, la même maestria dans ce qui amène à la soumission. C'est vrai, même si, comme on le verra, AJ McKee, par exemple, a complètement. Eu aussi j'avais en tête l'autre du côté féminin. Oui, c'est vrai. Oui. Ouais, en tout cas, voilà, à l'UFC, effectivement, tu as raison, parce que l'autre soumission de l'année dont on pouvait parler, c'était bien sûr Peña versus Nunes, parce que c'est vrai que c'est quand même un énorme upset, comment est-ce qu'on dirait en français, une énorme surprise. Parce que donc, Juliana Peña, qui a détrôné ce qui était considéré comme la GOAT des combattantes de MMA, tout simplement, qui était donc
Amanda Nunes. Et après un combat surprenant, très bien choisi. Après un combat surprenant, et ben elle a réussi à soumettre Amanda Nunes, étranglement arrière si je me souviens bien. Tout à fait. Et voilà, c'est l'élément de surprise là y était aussi, le fait que ce soit pour un titre tout pareil. Donc il fallait qu'on le cite aussi. Et il y a évidemment une autre soumission, mais qui ne s'est pas déroulée à l'UFC, pour un nom dont on a déjà parlé, c'est bien évidemment AJ McKee, monsieur 100% de soumission en 2021. Enfin, je sais même pas s'il y a eu 3 combats pour lui en 2021, mais en tout cas sur ses 3 derniers combats, à chaque fois par soumission. Ouais, c'était pas Derek Campos, c'était par KO, je crois. Ah bah, hey. Derek Campos, c'était donc, je suis toujours dessus. Il est toujours dessus, Derek Campos, c'était par soumission. Bien joué. Alors... Donc, oui, AJ McKee et donc sa soumission de Patricio Pitbull, frère. Patricio Pitbull, frère. Et on l'a fait 45 fois déjà. À chaque fois. C'est juste que c'est très, très amusant. Et voilà. Et donc, de la même manière, effectivement, et c'est ce qui nous a autant impressionné avec AJ McKee, c'est la façon, la manière dont il a réalisé sa soumission, dont il l'a set-up, dont il l'a amené et mis en œuvre contre quelqu'un de l'acabit de Patricio Frère. Il fallait absolument qu'on le cite aussi, quoi, effectivement. Respect en tout cas pour lui. Prochaine étape, on l'espère en tout cas, l'UFC. Ou peut-être changement de catégorie. On peut citer très très rapidement pour les soumissions aussi, parce qu'en gros, il y a eu deux soumissions qui ont été contre des très gros noms qui étaient d'anciens grands champions de jiu-jitsu brésilien et qui se sont fait soumettre à l'UFC. Complètement. Ouais. C'est Anthony Hernandez contre Rodolfo Vieira. Hernandez qui a donc soumis Vieira, qui est littéralement aussi peut-être, je sais pas vraiment, mais parmi les pratiquants de jiu-jitsu brésilien les plus récompensés à ne jamais avoir fait la transition vers le MMA, ça c'est sûr et certain, et peut-être même un des meilleurs à avoir pratiqué le jiu-jitsu brésilien de manière générale, et il s'est fait soumettre donc à l'UFC contre Anthony Hernandez, et Jacare Souza qui lui aussi s'est fait soumettre contre André Muniz, donc il fallait aussi qui est également un expert dans le domaine, bien absolument évidemment. Et donc il fallait, c'est vraiment intéressant de signaler qu'ils ont été soumis pour dire à quel point le MMA est un sport complexe et qu'il y a d'autres choses qui entrent en ligne de compte plutôt que juste on est au sol, le mec est champion de jiu-jitsu brésilien, c'est terminé. Enfin, il y a tellement de pièces mouvantes en jeu dans le MMA, c'est vraiment intéressant de voir que donc même des maîtres dans leur domaine peuvent être battus à leur propre jeu, vu qu'il y a plein d'autres données, quoi. Complètement. On avance avec le coach de l'année, Rust, là aussi. À la manière de ce qui s'est passé en France, il y a clairement une personnalité et les autres, et cette personnalité c'est... Trevor Whitman. Eh oui, et Trevor Whitman, que voulez-vous ? 2 champions pour lui, Rose Namajunas et Kamaru Usman. On va en parler un petit peu plus dans quelques minutes d'ailleurs. Et puis, mine de rien, Justin Gaethje également, qui là va avoir le prochain title shot selon toute vraisemblance chez les lightweight à l'UFC. Très très difficile de justifier la présence de quelqu'un parce qu'il fait quand même un 100% cette année. C'est juste impressionnant. Enfin, franchement, là, c'est vraiment, il n'y a pas de concurrence encore pour Trevor Whitman au vu des résultats qu'il a. C'est franchement, et puis même Justin Gaethje qui lui a eu la ceinture intérimaire même de l'UFC, il me semble, oui, contre Tony Ferguson. Oui, non, c'était en 2020 ça. Oui, mais tout ça pour dire qu'il il avait déjà eu, oui, pardon. Tu vois, donc je veux dire par là que ces 3 élèves majeurs, parce qu'il n'en a pas beaucoup plus en plus, il a peut-être Chico Camus ou je sais plus. Je sais qu'il a fait en tout cas, il a fait un changement dans sa carrière pour aujourd'hui ne se concentrer que sur quelques élèves. Ouais, voilà. Et donc ces quelques élèves sont tous soit champions, soit ils ont été champions UFC. Enfin, c'est complètement délirant. Et surtout, c'est fait par un système, c'est fait par une manière de faire qui, clairement, quand on voit comment il prend Kamaru Usman et ce qu'il en fait, clairement, vous comprenez qu'il y a une méthode, quoi. Il y a une méthode, et quand on voit les progrès de Rose Namajunas, qui a été construite de zéro par Trevor Whitman, quand on voit les progrès de Justin Gaethje, qui a été construit à partir de zéro ou presque par Trevor Whitman, vous comprenez effectivement qu'il y a une raison pour laquelle ces champions en sont là, c'est que derrière, il y a vraiment un mastermind, mais unique. Et de toute façon, vous pouvez l'entendre parler, en fait. Quand vous écoutez des interviews de Trevor Whitman, il fait aussi des analyses à l'UFC de temps en temps, où il vient et il aide à analyser les combats en live. C'est du gospel. Enfin, tout ce qu'il fait, il fait partie de ces gens qui sont tellement analytiques et qui sont capables vraiment de comprendre leur sport à un niveau, mais ces gens, ils fonctionnent à une fréquence qui est différente de la nôtre, en fait. Ils voient des choses que nous, on mettrait 5 fois plus de temps à comprendre, immédiatement comme ça, et c'est vraiment c'est cool et c'est intéressant d'avoir des gens comme ça dans notre sport, quoi. Et voilà,
place désormais au combat de l'année. Là, il y a des divergences, oui. Je vais commencer par mon propre avis, voilà, et celui qui a gagné, tout simplement. Justin Gaethje contre Michael Chandler. Pourquoi ce combat-là? Parce qu'il était énormément attendu. Et vous allez voir, Rust, il y en a, selon Rust, et je partage le même avis, il y en a eu d'autres qui ont été absolument dingues ici. Mais celui-là, depuis l'annonce du combat, on disait tous, ça va être une dinguerie, ça va être le combat du siècle, ou presque en MMA. L'UFC l'a même placé en ouverture de main card pour être sûr que les gens achètent le pay-per-view pour l'ouverture, ce qui n'arrive jamais. D'habitude, ils attendent véritablement les derniers combats pour mettre les plus gros, ce qui est parfaitement logique, pour tout simplement que les gens viennent petit à petit. Mais là, pour éviter de tout craquer en termes de pay-per-view, ils l'ont mis au début d'ailleurs, cet événement-là, l'UFC 268, je crois il a fait 700 000 ou 800 000 ventes de pay-per-view, ce qui est assez énorme, et on peut dire que ce combat-là y a beaucoup contribué. Il y avait aussi énormément de monde au Madison Square Garden dès l'ouverture de la main card. Enfin bref, tous les ingrédients étaient là pour que ce soit un combat de malade, et ça a été un combat de malade. Et je trouve que quand t'as quelque chose comme ça, tu vois, qui est attendu comme une dinguerie, le fait que ça ne déçoive pas toutes les attentes placées par les fans, et on sait que justement, réussir à être à la hauteur des attentes, plus elles sont grandes, plus c'est compliqué. Et celui-là, je trouve que le combat a même réussi à surpasser ces attentes-là. Parce qu'honnêtement, on se disait tous, bah, ça va pas durer. Et pourtant, ça a été jusqu'à la décision. Et en allant jusqu'à la décision, à chaque fois, c'était complètement fou en termes d'intensité, en termes de mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi les mecs font ça? Michael Chandler, comment fait-il pour toujours être dans le combat à ce moment-là du combat, tout simplement? Donc franchement, non, moi, c'est pour ça que je le mets en combat de l'année. Oui, bah, je vais pas beaucoup non plus, je vais pas beaucoup argumenter contre, hein, parce que c'est clair que. Et donc pour le combat de l'année, il y a bien évidemment d'autres options, Big Rusty. Comme par exemple Jiri Prochazka contre Dominic Reyes. Par exemple. Ouais. Bah, on l'a déjà évoqué dans le chaos de l'année, mais effectivement, pareil. Alors c'était pas pour un titre, Gaethje et Chandler non plus, mais c'est l'intensité de ce combat, le niveau technique, en plus pour des light heavyweights, ce qui est quand même plus rare, c'était juste, mais complètement dingue aussi. Là, il y a eu des knockdowns, il y a eu tout ce qu'il fallait en fait en termes de technique, en termes de bizarrerie de la part de Jiri Prochazka. Oui, parce que d'aucuns pourraient dire que Jiri Prochazka a été mis KO dans ce combat. Donc Jiri Prochazka lui-même, effectivement, qui a dit qu'il avait été mis KO à un moment donné. Il a blagué dessus, mais donc il est fou en fait, mais de la bonne manière, de la manière parfaite. Et donc il a dit qu'il avait été mis KO. Enfin, c'était la guerre complète et totale, c'était l'apocalypse ce combat, et ça s'est terminé par coup de coude retourné de la part de l'imprévisible Jiri. Et donc voilà, honnêtement j'ai tellement vibré devant ce combat qu'il fallait qu'on en parle aussi, c'était obligé. Et voilà, il y a aussi bien évidemment qui mérite des mentions plus qu'honorables, Max Holloway contre Yair Rodriguez. Et oui, ce combat-là était bien évidemment attendu, et il nous a surpris, notamment du côté de Yair Rodriguez qui a tenu la dragée haute à Max Holloway. Un combat mais incroyable aussi. Là pareil, un niveau technique et un engagement juste hallucinant sur 5 rounds. Et disputé, hein, très disputé, alors que c'est Max Holloway en face. Mais la puissance et la méchanceté des kicks de Yair Rodriguez, mais impressionnant. Et voilà, ça fait un autre banger, effectivement, dont il fallait qu'on cite l'existence. Exactement, et le tout dernier peut-être, qu'on peut mettre au même niveau, un tout petit peu en dessous, parce qu'il y avait certes la technicité, mais un petit peu moins de dommages, c'était Cory Sandhagen contre Petr Yan. Ouais, absolument. Pareil, à la fin, franchement, pour tous les amoureux du sport, et en particulier du striking, c'était juste un récital de la part des deux qui était vraiment parfaitement matché. C'est juste que Yann est surhumain au niveau de sa résistance. Mais vraiment, les deux étaient parfaitement équilibrés en termes de compétences. Et franchement, dans ces catégories-là où ça va très vite et très fort pendant très longtemps, ça a tenu toutes ses promesses comme combat, quoi. Voilà, donc, on a pleinement validé en tout cas ces chocs-là. On va passer au combattant de l'année. Combattante, là, pas de surprise. Trevor Whitman qui signe un perfect avec Rose Namajunas et Kamaru Usman. Bon, Rose Namajunas, tout simplement, c'est certes 2 combats, mais au plus haut niveau. Premier combat face à Weili Zhang. Rust l'a parlé parmi les nommés au titre de
KO de l'année tout simplement parce que Weili Zhang était championne, et ensuite elle confirme en s'imposant par décision face à la chinoise extrêmement dangereuse. Donc là clairement il n'y a pas trop de matchs à ce niveau-là, parce que Valentina Shevchenko, même si c'est très impressionnant, il n'y a pas ce même degré d'adversité. Exactement, tout est dit. On avance avec Kamaru Usman, où là il y a eu quelques petits débats parce que c'était soit Kamaru Usman, soit Charles Oliveira. Ouais, et avec en troisième d'honneur sur le podium Cyril Gane, qui est sur à peu près tous les podiums des combattants de l'année. Mais en fait c'était le débat. C'était est-ce qu'on récompense Charles Oliveira qui a gagné son titre de manière spectaculaire et l'a défendu de manière presque encore plus spectaculaire, contre en plus Dustin Poirier qui était vraiment clairement, si ce n'est donné gagnant, vraiment parmi les deux meilleurs du monde. Donc franchement c'était vraiment... C'était juste impressionnant ce qu'il est arrivé à faire contre Dustin. Et puis la manière de résister pareil, d'affronter l'adversité par rapport à Michael Chandler après des bombes du premier round pour revenir et le terminer par un KO en crochet du gauche sur le deuxième, complètement fou également. Mais néanmoins, même s'il a impressionné de fou Charles Oliveira, il y a eu une transformation mais de tous les côtés. Même en termes de personnalité, il s'est approprié la mentalité, le statut champion, juste vraiment une histoire incroyable, en plus d'être une histoire incroyable de vie, The Bronx. Et effectivement, c'est clair que Kamaru Usman, 3 combats, 3 victoires, dont 2 contre Gilbert Burns et Colby Covington, et 1 qui a fini en KO de l'année contre un striker qui était pourtant d'élite. Il y avait tout, absolument tout pour Kamaru Usman. Comment ne pas le mettre combattant de l'année, c'est chaud, quoi. Et ça aurait pu être encore plus dingue, parce que imaginez, s'il avait réussi à mettre Colby Covington KO au deuxième round quand il a réussi le knockdown, franchement, c'est ce que je me suis dit juste après le combat. S'il avait réussi ça, ça aurait peut-être été la meilleure année possible de toute l'histoire du MMA. Ouais, parce que finir 3 top contenders comme ça, et de manière aussi spectaculaire, et en plus des vrais contenders méritants, c'est vrai que ça aurait été tellement impressionnant. Et à chaque fois, 2 revanches, pour histoire de dire, pas l'ombre d'un doute finalement, je vais bien montrer que c'est moi le patron. Vraiment impressionnant, Kamaru Usman. Juste impressionnant. Voilà, donc on a terminé en tout cas pour ces awards. N'hésitez pas à donner vos propres trophées aussi dans l'espace commentaire. Et puis on avait annoncé, vous allez aussi pouvoir gagner ce magnifique trophée de Soumet pour vous, tout simplement. C'est dans le cadre de la Ralace Week. Rendez-vous sur Instagram, on va faire un petit post avec Big Rusty. Donc on va donner un petit truc à faire. N'hésitez pas, il y aura un tirage au sort et il n'y aura qu'un seul gagnant, bien évidemment, parce que là on est sur... ça leur a pris, je sais plus combien de temps ils ont dit, 3 semaines, 3 semaines, je crois. Ouais. Voilà, 3 semaines pour en faire un. Là ça va aller bien évidemment un peu plus vite, mais ça nécessite quand même pas mal d'heures de travail pour ça. Ce sont des modèles, je le rappelle, d'exception, et il y aura, rendez-vous compte, il y aura ceux qui sont pour les lauréats et celui qui vous sera décerné, en tout cas au grand vainqueur du concours de la Ralace Week. Donc c'est un exemplaire extrêmement collector. Donc voilà, en tout cas on est content de vous en faire gagner un également. À la prochaine, Big Rusty. À la prochaine. À la prochaine. Meilleurs vœux à tous pour 2022. Vous le savez, big shout à My Sweet Pea, My Sweet Protein. Yeah. Moins 38% minimum, surtout My Protein avec le code de la sueur. Venom, sponsor de l'UFC, sponsor de la sueur. Et puis bon, là vous savez, un Tsume qui s'occupe de notre déco, mais aussi de ces magnifiques trophées. On espère pour encore de nombreuses années. Bah oui. See ya. I'm fucking coming for you!